Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. 1. Les juges peuplent l'univers de notre littérature. De Clément Marot à Victor Hugo, en passant par Montaigne, Pascal, La Bruyère, Racine et Molière. Quelle grande plume ne s'est-elle pas essuyée sur le dos de ces avaleurs de frimas qui font les procès devant eux pendants et infinis et immortels. La plupart du temps, la satire se porte sur des travers de juges inventés, de juges de romans, de comédies qui représentent la magistrature dans son ensemble. La lenteur de la justice et la bêtise de ses serviteurs est stigmatisée à travers le juge Bridoye, pour qui le temps est père de vérité, c'est pourquoi je sursois, délaye et diffère le jugement afin que le procès bien ventilé, grablé, examiné et débattu vienne par succession de temps à sa maturité, dit-il et qui donne sentence, duquel la chance livrée par le sort d'aider. Lenteur encore et complexité extrême de la justice dans La Bruyère qui affirme que le devoir des juges est de rendre la justice, leur métier de la différer. Quelques-uns savent leur devoir et font leur métier. Bêtise de Perrin d'Andin qui dort à l'audience, juge vénal, insensible, méprisant la justice, mais que Racine ne ridiculise qu'en termes amusants et châtiés. Perrin toujours qui tire l'argent à lui et ne laisse au plaideur que le sac et les quilles. Les critiques sont en effet le plus souvent exposées avec tempérance. C'est bien évidemment le cas chez Montaigne. Les juges de notre temps trouvent à toute cause assez de biais pour les accommoder où bon leur semble. Chez La Rochefoucauld aussi, la justice dans les juges n'est que l'amour de leur élévation, ou Pascal, si les magistrats avaient la véritable justice, si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire des bonnets carrés. Le ton est parfois moins polissé. Le Gripminot de Rabelais est l'archiduc d'échafaudé, les mains pleines de sang, les griffes comme de harpaille, le museau à bec de Corbin, les dents d'un sanglier quadragné, les yeux flamboyants comme une gueule d'enfer, tout couvert de mortiers entrelacés de pillons. Pour Flaubert, rien n'est plus immonde que les magistrats, leur obscénité génitale tient à l'habitude qu'ils ont de porter la robe. Dans le même esprit, les juges sont pour Voltaire des cuistres fanatiques, misérables convulsionnaires, singes changés en tigres. Henri IV, le bon roi Henri n'est pas en reste. En 1606, il répond de façon peu diplomatique aux remontrances que le conseiller du Bernay lui a portées au nom du Parlement de Bordeaux. Vous avez bien dit, monsieur du Bernay, et en bon orateur, aussi le papier souffre tout. Je vous répondrai en grand roi, bon soldat et grand homme d'État. Vous dites que mon peuple est foulé. Et qui le foule que vous et votre compagnie, oh la méchante compagnie. Et qui gagne son procès à Bordeaux que celui qui a la plus grosse bourse. Tous mes parlements ne valent rien, mais vous êtes les pires de tous. Oh la méchante compagnie. Hugo utilisera également ce ton. Après une certaine onctuosité de pair de France, son écriture se durcit nettement dans les mois qui précèdent l'exil. D'un ton de critique, Hugo passe à la violence verbale, à l'invective, parfois à l'injure, et les mots employés n'ont rien à envier à ceux de certains de ses contemporains. Comment les propos de Rochefort seraient-ils appréciés par les juges d'aujourd'hui, dans une société qui, après avoir subi dans la souffrance la censure du pouvoir, déguste avec délectation celle qu'elle s'impose par la règle du politiquement correct? Mais comment s'explique cette violence? Racine, Voltaire ou Henri IV se vengent d'un procès perdu. Ce n'est manifestement pas le cas de l'auteur du Roi s'amuse, débouté de son action judiciaire contre la Comédie Française. Victor Hugo est le seul qui ait autant parlé des magistrats, en privilégiant d'ailleurs les membres du ministère public. Les études de droit à l'université de Paris auxquelles Léopold, son père, l'avait inscrit pourraient expliquer son goût pour le droit, s'il avait suivi les cours, mais pas un tel intérêt pour les magistrats. Hugo parle des magistrats, en sa qualité d'historien, en sa qualité d'homme politique, mais aussi et peut-être surtout en sa qualité de poète. Son œuvre théâtrale, ses romans ne font apparaître que peu de magistrats. Contrairement à Rabelais ou Beaumarchais, que Hugo cite, à La Fontaine, à Racine, à Balzac, qui inventent des noms de juges, Hugo ne donne que rarement une identité aux magistrats de ses romans ou de ses pièces de théâtre, et l'on ignore le nom du président des Assises et de l'avocat général, dans Claude Gueux ou dans Les Misérables. Tout juste prend-il plaisir dans La Masure Gorbeau à relater une histoire de changement de nom accordé par le roi Louis XV. Il y avait à Paris au siècle dernier, vers 1770, 2 procureurs au Châtelet, appelés l'un Corbeau, l'autre Renard. 2 noms prévus par La Fontaine.
L'occasion était trop belle pour que la basoche n'en fît point gorge chaude. Tout de suite la parodie courut, en vers quelque peu boiteux, les galeries du palais. Maître Corbeau sur un dossier perché tenait dans son bec une saisie exécutoire. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui fit à peu près cette histoire. Et bonjour, etc. Il fut permis, de par le roi, à Maître Corbeau d'ajouter une queue à son initiale et de se nommer Gorbeau. Maître Renard fut moins heureux. Il ne put obtenir que de mettre un P devant son R et de s'appeler Prenard, si bien que le deuxième nom n'était guère moins ressemblant que le premier. Hugo utilise parfois un nom de juge ayant existé. Ainsi Monsieur de Lafma dans Marion de Lorme, ou Baillet dans Notre-Dame de Paris. En revanche, Monsieur de Pontrem dans 1000 francs de récompense, Simourdin dans 93, Ergrout dans La Grand-Mère sont le fruit de sa seule imagination. À cette maigre récolte de magistrats dans l'œuvre théâtrale et romanesque, s'oppose une impressionnante liste dans l'œuvre poétique. Car le poète Hugo s'engage. Il prend parti. Il est tout l'opposé de ses admirateurs d'alors, d'un Théophile Gautier qui revendique l'art pour l'art, refusant tout engagement politique ou social, d'un Baudelaire ou d'un Verlaine. Le poète, l'amour du beau, voilà sa foi. L'azur son étendard, et l'idéal sa loi. Ne lui demandez rien de plus. Si Hugo semble dans un premier temps choisir l'art pour l'art, tout relève de l'art, tout a droit de citer en poésie, il leur répondra bien vite. Quelques purs amants de l'art, émus d'une préoccupation qui du reste à sa dignité et sa noblesse, écartent cette formule, l'art pour le progrès, le beau utile, craignant que l'utile ne déforme le beau. Ils tremblent de voir les bras de la muse se terminer en mains de servantes. Selon eux, l'idéal peut gauchir dans trop de contact avec la réalité. Ils sont inquiets pour le sublime s'il descend jusqu'à l'humanité. Ah! Ils se trompent. L'utile, loin de circonscrire le sublime, le grandit. S'ils ne sont pas ses élèves, ces amants de l'art reconnaissent cependant la place du maître et l'importance de celui-ci dans la défense des opprimés. Cependant les poètes rêvent. Et leur chant ailé nous enlève. Voici venir l'œuvre du maître, dont l'éclat tournant nous pénètre. D'un tremblement religieux. Le poète prodigieux. Cette fois encore relève. Ceux que tient opprimé le glaive. Hugo va même plus loin. Il croit à la puissance politique de la poésie. Oh, je maudis dans leur cour, dans leur antre ces rois dont les chevaux ont du sang jusqu'au ventre. Je sens que le poète est leur juge, je sens que la muse indignée, avec ses poings puissants, peut, comme au pilori, les lier sur leur trône et leur faire un carcan de leur lâche couronne. Hugo attaque le corps judiciaire et l'institution judiciaire comme l'ont fait Montaigne, Pascal, La Bruyère, Racine et Molière. Il s'enflamme pour dénoncer des erreurs judiciaires comme le fit Voltaire. Il lance de terribles attaques ad hominem, comme Marot le fit avec le juge Maillard, mais il le fait à grande échelle contre des hommes de l'Ancien Régime mais aussi et peut-être surtout contre ses contemporains, c'est-à-dire les magistrats du XIXe siècle, et la liste est longue. Auloy, Baroche, Barthes, Bellart, Boucly, Debroux, Brunet, Franck Carré, Cauchy, Sellerier, Chédé', Étanche de Chanteloz, Cunin-Griden, de l'Angle, de Lévaux, de La Palme, de Vienne, Dombido de Crouzeil, Dupin, Frélon, Glandat, Grandet, Grand-Perret de Guernon-Ranville, Ardouin, Le Gagneur, Marchangy, Moreau, Merveilleux du Vigneaud, Mongis, Nachet, Partarieux-Lafosse, Pataille de Perronnet, Persil, Pinard, Queneau, Renoir, Rouland de Royer, Sapet, Séguier, Suin, Trollon, Zangiacomi. Ces noms se retrouvent principalement dans les châtiments Knox de 36. À 4 prisonniers, splendeur, on loge à la nuit, les grands corps de l'État, l'expiation, éblouissement aux femmes, au peuple. À Juvénal, Floréal, applaudissements à la caravane. Force des choses, dans la suite des châtiments, croyez-vous qu'aujourd'hui, ah ça tu ne sais pas ce que c'est que les juges. Se faire empereur, chose simple. Conseil aux jeunes magistrats, aux procureurs, merveilleux du Vigneaud, dans les années funestes, le Surc, Amnistie, dans la légende des siècles, nouvelle série La colère du bronze. Tous ces hommes ont participé à la justice du XIXe siècle. Or le XIXe siècle est celui de l'homme-océan, l'homme-dieu. L'Ancien Régime expire à l'aube du XIXe siècle, et la France va vivre d'extraordinaires bouleversements et une instabilité politique, comme jamais elle n'en avait connu. L'homme-siècle s'en explique. Les hommes d'aujourd'hui qui sont nés qu'en essaient. Ce siècle, et quand son aile effrayante poussait.
Ces hommes ont sucé l'audace avec le lait. La révolution, leur tendance à mamelle, leur fit boire une vie où la tombe se mêle. Ils tiennent de l'austère et tragique nourrice l'amour de la blessure et de la cicatrice. Ce siècle cherche son présent et s'interroge sur son avenir. Quel régime politique? La République, la royauté, l'Empire? Quelle place pour la justice? Quelle place pour les juges? Peuvent-ils, doivent-ils être indépendants? Doivent-ils être inamovibles? Qui doit les nommer? Le roi? Le peuple? L'exécutif? Les affaires, les magistrats visés ne concernent que le droit pénal ou la procédure pénale. Victor Hugo a, nous le savons tous, attaché son nom à la lutte contre la peine de mort. Et cette lutte nécessitait et justifiait un vocabulaire sévère. Ce vocabulaire devient agressif quand s'exprime la rancœur contre tous ceux qui ont trahi la Constitution, qui se sont ralliés à Napoléon le Petit, l'homme du serment qui dans le meurtre patauge. La lutte contre la peine de mort, la rancœur contre les violeurs de la Constitution, les erreurs judiciaires expliquent le choix des cibles de Hugo. Il n'en demeure pas moins qu'il est parfois difficile de savoir pourquoi son dévolu s'est porté sur tel magistrat, plutôt que sur tel autre. Parfois, c'est le seul fruit d'une rencontre en France ou à l'étranger ou la consonance d'un nom bizarre, un nom à calembour qu'Hugo affectionne tant. Pensons à Veuillot. Au Veuillot, face immonde encore plus que sinistre. L'est à faire avorter une ogresse vraiment. Lorsque de toi l'on parle et qu'on t'appelle cuistre. Istre est un ornement. Ou encore atrochu. Participe passé du verbe trochoir, homme. De toutes les vertus sans nombre dont la somme. Et zéro soldat brave, honnête, pieux, nul. Bon canon, mais ayant un peu trop de recul. 64. Mais pourquoi Baillet, Bazire, Boudet, Cazot, Queret, Fourchy, Maté, Nachet, Salmon, Sapet? Pour tenter de mieux comprendre le comportement de Hugo, il est nécessaire de rappeler les rapports entre politique et magistrature, première partie, tant jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, que dans la période de l'après-Révolution, 2, avant de tenter d'expliquer l'origine de cette véritable charge contre les magistrats, deuxième partie, que ce soit contre le corps judiciaire dans son ensemble, et 2, qu'ad hominem, 3, et ce à partir des affaires les plus célèbres liées au nom de ces magistrats. Première partie, lien entre politique et magistrature. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 2. Le pouvoir de Sa Majesté très fidèle notre Seigneur le Roi, vient de Dieu. A. La justice émane du roi. C'est le grand principe qui domine toute l'organisation judiciaire de l'Ancien Régime, et les juges ne sont que les délégués du roi. Le roi peut à tout moment retenir cette justice et la rendre lui-même, d'où l'expression de justice retenue. Cet exercice personnel de la justice a depuis les temps les plus reculés constitué l'attribut essentiel de toute royauté, et les rois de France dans leur costume d'apparat se font peindre avec la main de justice, symbole de la justice qu'ils rendent. 3. B. L'office de judicature. La plus belle prérogative des rois de France est que lorsque le roi crée une charge, Dieu crée aussitôt un sceau pour l'acheter. L'auteur de ces propos, Louis XIV, usa et abusa de cette prérogative qui alimenta avec régularité le trésor public. L'office est une dignité ordinaire avec fonction publique, dignité s'entendant du signe distinctif de rang social, ordinaire signifiant permanence par opposition à extraordinaire qui qualifie la commission pour en marquer la révocabilité et la dépendance du commis vis-à-vis du commettant, devenu objet de commerce et propriété privée, ce que l'on désigne par la vénalité des offices. Le roi vend ou fait don d'un office contre un prêt d'argent à ne jamais rendre, la vénalité publique. Le titulaire d'un office peut attribuer sa fonction à qui il veut contre rétribution, la vendre par fraction, la louer par contrat de bail à durée déterminée ou bien encore la laisser dans l'actif successoral. La liquidation de ces offices dura plusieurs années. 600 millions d'assignats furent versés aux intéressés à partir du 1er janvier 1791. On comprend mieux l'indépendance de ceux qui avaient reçu ce pouvoir du roi. L'irrévocabilité des juges de l'Ancien Régime était confortée de fait par ce statut. On comprend mieux aussi pourquoi il y avait tant de juges. On comprend mieux enfin pourquoi les républicains au XIXe siècle, dont Hugo, s'opposeront au principe de l'irrévocabilité des juges du siège.
4. C'est la confusion des pouvoirs. Si la distinction entre juge du siège et parquet était parfaitement connue et respectée, la confusion des pouvoirs prévalait dans l'ancienne France et les parlements qui participaient à la fonction législative constituaient le seul contre-pouvoir à l'absolutisme royal. Ces attributions réglementaires furent d'ailleurs ressenties comme l'un des principaux abus qui avaient dénaturé le système judiciaire d'avant 1789. À ceux qui voulaient créer un nouveau système se posaient de très nombreuses questions. Faut-il un pouvoir judiciaire, hors du pouvoir exécutif ? Faut-il une justice indépendante ? Comment contenir dans de justes limites le pouvoir du judiciaire ? Limiter le nombre de juges, comme le préconisait notamment Nicolas Bergas, était nécessaire, mais était-ce suffisant ? Fallait-il interdire aux juges toute participation à des fonctions politiques, législatives ou exécutives ? Qui devait nommer les juges ? Le roi ? Sur proposition du législatif ? Pour quelle durée ? 5. D. L'imbroglio judiciaire. Une multitude de juridictions s'empilent sans domaine de compétences strictement défini, notamment en matière pénale. L'exergue de la 1er du titre 1er de l'ordonnance criminelle du 26 août 1670 intitulée La compétence des juges, indique avec clarté la volonté du roi et des rédacteurs de l'ordonnance. M. Pussort a dit que comme il n'y a point de plus grand défaut dans un juge que celui de la puissance, aussi était-il nécessaire avant toute chose de bien établir sa compétence, où les longueurs qui précèdent les conflits de juridiction détruisent et affaiblissent les preuves et donnent lieu à impunité des plus grands crimes. C'est par cette considération que Sa Majesté a estimé que, pour parvenir à une véritable réformation de la procédure et instruction criminelle, il fallait la commencer en établissant le pouvoir des juges. Sur un fondement si ferme et si solide, l'instruction peut être faite avec certitude et stabilité. Cet objectif ne fut pas atteint. La Bruyère le constate quelques années après. Orantes plaide depuis 10 ans entiers en règlement de juge. Elle saura peut-être dans 5 années quels seront ses juges et dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie. La situation demeurera quasiment la même jusqu'à la Révolution. 6. La sévérité de la justice pénale. Selon la définition qu'en donne le dictionnaire de Furetière, la sévérité des lois et des peines est ce qui conserve les États en paix. Dans les dispositions préliminaires de l'ordonnance criminelle enregistrée par le Parlement de Paris le 26 août 1670, Louis XIV confirme que l'instruction criminelle contient par la crainte des châtiments ceux qui ne sont pas retenus par la considération de leurs devoirs. Cette grande ordonnance qui a tenté de fixer la compétence des juges, titre 1er, demeure sévère. Son article 13 du titre 25 énumère les peines. Après la peine de mort naturelle, la plus rigoureuse est celle de la question avec la réserve des preuves en leur entier, des galères perpétuelles, du bannissement perpétuel, de la question sans réserve des preuves, des galères à temps, du fouet, de l'amende honorable et du bannissement à temps. Ne figure pas à cette liste l'emprisonnement qui n'est pas une peine mais une mesure préventive, en attente d'un jugement ou d'un châtiment. Cette classification juridique permet de justifier les lettres de cachet. La question est conservée. Les articles 1er et 3 du titre 19 le précisent. S'il y a preuve considérable contre l'accusé d'un crime qui mérite peine de mort et qui soit constant, tous juges pourront ordonner qu'il sera appliqué à la question, au cas que la preuve ne soit pas suffisante. Sous le texte de chacun des articles figure éventuellement l'avis des rédacteurs de l'ordonnance. Sous celui-ci, la mention de M. Pussort est un réel aveu de l'immoralité de la torture et de la difficulté à en justifier la légalité. M. Pussort a répondu qu'il serait difficile de rendre la question torture uniforme dans tous les parlements. La description qu'il en faudrait faire serait indécente dans une ordonnance. Par le jugement de mort, il pourra être ordonné que le condamné sera préalablement appliqué à la question pour avoir révélation des complices. Hugo stigmatise ces chambres de torture. Les chambres de torture étaient d'âpres demeures. On n'y passait jamais plus de 4 ou 5 heures. Et l'on entrait jeune homme et l'on sortait vieillard. Le juge pour le code et le bourreau pour l'art. Un homme devenait un clavier ou vouglant. Jouait de l'agonie avec ses doigts sanglants.
Ne croyez pas pourtant que lui, ni Pharineis, ou le ver, n'eussent rien au cœur que la menace. Dans le discours pour Voltaire du 30 mai 1878, Victor Hugo décrit les conditions barbares de la mise à mort du chevalier de la Barre. Le 5 juin 1766, on traîne la Barre dans la grande place d'Abbeville. Là flambe un bûcher ardent, on lit sa sentence à la barre, puis on lui coupe le poing, puis on lui arrache la langue avec une tenaille de fer, puis, par grâce, on lui tranche la tête et on le jette dans le bûcher. Ainsi mourut le chevalier de la Barre. Il avait 19 ans. René Pommeau précise que l'exécution eut lieu le 1er juillet 1766 et que le lieutenant criminel, Duval de Soirecourt, fit appliquer la question ordinaire, c'est-à-dire qu'on enferma chaque jambe entre deux planches de chêne, bien serrées par des cordes. Le bourreau, à grands coups de maillet, enfonce l'un après l'autre des coins entre la chair et le bois, cela dure 1 heure. Sur le conseil du médecin présent, Duval renonce à la question extraordinaire. Il fallait que le supplicié demeurât capable de monter à l'échafaud. Huillard de Vouglan défendra cette grande ordonnance, mais la plupart des esprits éclairés commençaient à s'élever contre ce système pénal inhumain. Parmi eux, Voltaire, mais aussi l'avocat général Joseph Michel-Antoine Sevran. 7. Nous préférons souvent les raisons du sentiment aux raisons de la raison. D'ailleurs, les deux séries se tiennent toujours, ne l'oublions pas. Le traité des délits est greffé sur l'esprit des lois. Montesquieu a engendré Beccaria, mais aussi dans les génies appartenant au peuple, les lois sont féroces, les mœurs sont bêtes. Qui fera à la loi une déclaration de guerre? Un esprit. Qui se fera juge des juges, rectificateur des poids de justice, dénonciateur de la fausse balance publique, instructeur du procès des codes? Un esprit. Cet esprit s'appellera Beccaria, s'appellera Montesquieu, s'appellera Voltaire. Ainsi s'écrit Victor Hugo, dans le dernier jour d'un condamné. Il le redit dans une lettre du 4 mars 1865. Une commission est nommée en Italie pour élever un monument à Beccaria. Victor Hugo est invité à faire partie de cette commission. Je serais fier de voir mon nom parmi les noms éminents des membres de la commission du monument à Beccaria. Le pays où se dressera un tel monument est heureux et béni, car en présence de la statue de Beccaria, la peine de mort n'est plus possible. Je félicite l'Italie. Élever la statue de Beccaria, c'est abolir l'échafaud. L'interrogatoire sur la sellette, la question et le serment obligatoire des accusés seront supprimés par un décret du 8 au 9 octobre 1789. Le procès criminel devenait public. Mais les sanctions demeurent souvent cruelles, et la sévérité ambiante du XIXe siècle naissant se mesure dans ce commentaire de la Gazette des tribunaux de 1832. Il y a parfois quelque chose de bizarre dans les décisions judiciaires. Le 12 février 1830, un vol de 3 pains avait été commis chez le sieur Vigneault boulanger à Châteaudun, à 11h du soir. On s'était introduit par une fenêtre qu'on avait escaladée. Un témoin avait distingué de sa chambre au clair de lune la fille Rousseau et le jeune Bonnier. Les pains avaient été trouvés peu d'instants après chez la femme Bonnier. Une instruction se suivit contre ces 3 individus. 2 seulement furent arrêtés, la fille Rousseau était en fuite. Traduite devant la cour d'assises de Réloir, la femme Bonnier fut condamnée à 5 ans de travaux forcés comme coupable d'un vol commis la nuit, avec escalade et de complicité. Le jeune Bonnier fut déclaré coupable, mais sans discernement. La cour ordonna qu'il serait détenu pendant quelques années dans une maison de correction. La fille Rousseau fut jugée par contumace. Arrêtée en janvier dernier, elle a comparu le 16 mars devant la cour d'assises de Chartres. Le jury écartant les circonstances aggravantes ci-dessus, cette fille, défendue par Medoublet, n'a été condamnée qu'à 3 ans d'emprisonnement. Si elle avait été jugée en même temps que la femme Bonnier, elle subissait 5 ans de travaux forcés et l'exposition. C'est jouer de bonne heure. 2 du XIXe siècle. 8. Au XIXe siècle s'applique encore peu ou prou la sentence médiévale Novus Rex Nova Lex, nouveau roi, nouvelle loi. L'édition du 12 août 1830 de la Gazette des tribunaux relate un incident remarquable au tribunal de Bayonne, qui en est un exemple topique. À l'appel d'une cause, Maître Perrocam, avocat, avait demandé au tribunal de bien vouloir préciser au nom de qui il rendait la justice. Saisi d'effroi par une telle question, le président s'était tourné vers le substitut du procureur pour lui demander au nom de qui il prenait ses réquisitions.
Une si délicate question imposait le renvoi de l'affaire. À l'audience suivante, du 5 août 1830, le substitut Tchegaray rappelait que les députés présents à Paris avaient annoncé à la France que M. le duc d'Orléans avait reçu et accepté les fonctions de lieutenant général du royaume et que cet acte solennel devait suffire dans les circonstances actuelles pour déterminer le tribunal à ne plus rendre la justice qu'au nom de M. le lieutenant général Louis-Philippe. Un des juges, particulièrement prudent, Auguste d'Armentier, demandait au substitut de signer ses conclusions, ce que fit ce dernier. Après un long délibéré, l'affaire était renvoyée à la chambre du Conseil, puis à la suite du refus de l'avocat de plaider tant que la réponse ne serait pas donnée, l'audience était levée. La Cour d'appel de Paris avait quelques jours auparavant rencontré les mêmes difficultés. Le 31 juillet 1830, à la reprise des audiences, la Cour d'appel était vide. Peu de juges, pas d'avocats, pas d'avoués. Le premier président Séguier était contraint de prononcer la remise des causes à huitaine, tout en précisant que la justice était indépendante de la politique. Le 2 août, lors d'une assemblée informelle, les avocats décidaient qu'aucun d'eux ne se présenterait aux audiences, tant qu'ils ne sauraient point officiellement au nom de qui et en vertu de quel pouvoir la justice serait désormais administrée. Delangle, alors avocat, participait à cette assemblée. Aucun avocat n'acceptant de plaider, le premier président Séguier était contraint d'ordonner un nouveau renvoi. Ces décisions peuvent surprendre aujourd'hui. Il convient en premier lieu de ne pas oublier que la justice était rendue au nom du roi. Il convient en second lieu de se méfier d'analyser, et encore plus de juger des faits qui se sont déroulés il y a plus de 180 ans, avec nos yeux d'aujourd'hui. En une douzaine d'années, la France et les Français subiront 3 systèmes de justice. Celui de l'Ancien Régime avec les offices de judicature et la vénalité des charges, la justice de la Révolution, avec le principe de l'élection directe des juges par le peuple, avec un ministère public partagé entre un accusateur public élu, chargé de la poursuite des manquements à la loi qui est l'affaire de la nation, et un commissaire nommé puisque la prescription sanctionnatrice est le fait du pouvoir exécutif, et enfin la justice napoléonienne avec la constitution de L' en 8 qui prévoit la nomination des juges par le premier consul et l'inamovibilité de ceux-ci, et avec la reconstitution d'un ministère public unique entièrement soumis à l'autorité du ministre de la Justice. La justice dans le siècle de Hugo, qui ne s'est pas libérée du carcan de l'exécutif A, n'a pas encore assimilé la notion de séparation des pouvoirs B et demeure pénalement sévère C. A. La totale emprise de l'exécutif sur le judiciaire. Perrin de Sémainville est nommé juge suppléant à Pont-Audemer le 18 mai 1845. Écœuré par la République, il démissionne le 7 mai 1848. Maintenant le juge n'est plus le prêtre respecté, inviolable comme la justice dont il est le ministre. Ce n'est qu'un simple fonctionnaire jeté à tous les caprices, à tous les despotismes du pouvoir. Ce n'est qu'un subordonné que tout chef d'une faction un moment triomphante pourra briser. L'inamovibilité des juges du siège, 2 degrés, qui a réussi à émerger est en effet un principe dévoyé, alors que la nomination des magistrats ne dépend que du pouvoir exécutif, 1 degré, et que celui-ci tente même de détruire la vieille règle du parquet selon laquelle la plume est serve, mais la parole est libre, 3 degrés. 9. 1 degré. La nomination des magistrats dépend du seul pouvoir exécutif. La nomination et l'avancement des magistrats, du siège comme du parquet, dépend du seul garde des sceaux. Un tel mode de désignation suscite de multiples interventions, de toute nature, politiques, amicales, préfectorales, pour obtenir une nomination ou un avancement. Même les membres du parquet interviennent pour favoriser ou empêcher la nomination d'un juge du siège. Ainsi, le procureur général de Bastia, Cabet, dont nous reparlerons, se plaint au garde des sceaux de la nomination à Ajaccio, du juge d'instruction Valentini, le 14 mai 1831, faite contrairement à son avis. Si les actes de ce genre étaient multipliés, vos procureurs généraux seraient bientôt sans considération, sans force et sans moyen d'être utiles. 90 dans un article intitulé « État de la magistrature, moyen d'y remédier », la Gazette des tribunaux du 17 août 1830 osera avec courage affirmer « Qui ne sait que la Cour de cassation
réceptacle de tous les dévouements politiques et composé d'hommes dont la robe de magistrat était devenue la récompense des services rendus non à la science et au pays, mais à la camarilla et à la congrégation que la servilité appuyait des apostrophes. Un billet de confession était le premier titre en faveur d'un pouvoir qui prétendait faire du juge une machine à condamnation, comme du soldat une machine à massacre. Cette façon de faire était acceptée, et le sera encore longtemps. Georges Clemenceau dans le numéro du 27 octobre 1893 du journal La Justice s'écrira « Sous l'Ancien Régime, on achetait une charge de juge, aujourd'hui on la gagne. C'est moins différent qu'on ne croit. L'exécutif tient le juge, dispose de son avenir, de sa destinée. Que faire? Sinon se soumettre, si l'on n'est pas un héros, s'empresser à l'obéissance si l'on n'est qu'une âme faible, courir au-devant de la faveur si l'on est un valet. Quand on n'a pas de soutien, il faut se faire remarquer. Un jeune magistrat, voyons, peut-il lâcher? Une femme à peu près coupable et qui guillotinée fera parler de lui chez le garde des sceaux. Cette dépendance au pouvoir politique conduit inexorablement à la servitude, que dénonce Hugo et aucune expression n'est trop forte. Les voilà tous Magnan puis Delangle, Espinasse puis Trollon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.